Salut à toi l'examinateur ou l'examinatrice. Peut-être c'est pour ça que tu n'acceptes pas la monétisation sur mes vidéos parce que je ne te dis pas bonjour. En tout cas voilà, c'est fait. Maintenant à chaque vidéo je te dirai bonjour. Et je te remercie, peut-être si tu mets un petit like, un petit pouce, ça serait aussi sympa. Enfin voilà, c'est juste pour te dire que c'est la troisième fois, hein, je ne te le cache pas, que j'essaye de réuploader cette vidéo qui concerne une réplique. C'est même pas une arme à feu, c'est un airgun. Donc c'est une réplique qui fonctionne avec du CO2, qui est en DH. Donc, ah oui, et toutes mes armes que j'utilise, eh bien elles sont détenues légalement. Hein. C'est en DH, les revolvers, les armes à feu par exemple, eh bien c'est en catégorie B. Enfin voilà. C'est pour te dire aussi que je respecte ton règlement, en tout cas ce qui est écrit sur ton règlement. Qui veut dire, eh bien, que j'utilise l'arme de façon sécuritaire, que j'utilise dans un lieu qui est sécuritaire, et ça tombe bien, on est dans un stand de tir, et en plus de ça, FFT, donc homologué par la Fédération Française de Tir. Donc je respecte vos règles, ok. Je tire sur des cibles en papier, et ça c'est complètement fou, parce que j'ai rien contre, hein. Vous acceptez, vous validez des vidéos de chasse où une personne, eh bien, tire sur des animaux, hein, ce qui est logique, c'est un chasseur, mais il y a quand même une scène de violence. Moi je tire sur des feuilles en papier, des cibles. Où est le problème? Où est le problème? Je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, je fais que présenter. Ah, si le problème vient, alors c'est pour ça que maintenant je ne vais pas le cocher, je coche à chaque fois comme quoi il y a peut-être un lien commercial dans la vidéo. Je le coche à chaque fois parce que comme ça j'étais sûr de ne pas avoir de soucis. Voilà, en tout cas il n'y a pas de lien commercial. Mais si maintenant il faut que je le décoche, eh bien maintenant je vais le décocher. Ce qui est compliqué avec vous, c'est sur votre support pour vous contacter, parce que la personne que je contacte sur le support, eh bien elle peut pas me répondre. Voilà. Donc voilà, c'est pour te dire aussi que je respecte les règles de sécurité de la Fédération Française, pardon, je suis fatigué, Fédération Française de Tir. Je peux pas faire mieux, voilà. J'espère avoir cette fois-ci un accord de votre part, et si c'est ça, eh bien écoute, à chaque fois je ferai un disclaimer et aussi je vous dirai bonjour. Voilà, merci de votre considération et merci aussi à tous ceux qui regardent mes vidéos maintenant et qui comprendront maintenant ce disclaimer. Chez Umarex en calibre 4.5. Et oui, c'est le modèle Smith & Wesson 629 Competitor. Alors déjà, quand on se dit 629, on se dit bah modèle 29, exactement. Le revolver de l'inspecteur Harry, qui était un 44 Magnum modèle 29. Et après, le Competitor, c'est la version compétition qui sont dans mes mains. Et si on regarde un petit peu, eh bien, j'ai déjà réalisé une vidéo de celui-ci qui était en 357 Magnum, parce qu'il existe aussi une version compétiteur en calibre 357. Et pour les cinéphiles, vu qu'on parle de l'inspecteur Harry, il existe aussi un film avec Doberman où ils sont pas mal inspirés de ce revolver. Allez, c'est parti pour la présentation. Et d'après vous là, vu qu'on commence, c'est lequel la version en catégorie D et la version en catégorie B? Alors allez, c'est parti. Allez, on attaque la comparaison et comment détecter la version en catégorie B et la version en catégorie D. Alors, on va se dire tout de suite, le poids, c'est le super facteur pour faire la différence. Eh bien, pas de bol, parce que la réplique, elle pèse 1550 grammes, et la version en catégorie B, on est aux alentours de 1600 grammes, donc il n'y a même pas 100 grammes de différence, c'est quasiment impossible à détecter. Et oui, ils ont mis le paquet là, Umarex. Après, bah, la finition avec les reflets, bien ils ont été super malins encore là, Umarex. Le nickelage, ils ont fait un nickelage légèrement fumé pour augmenter le réalisme. Ça, c'est un super bon taf. On commence à le voir de plus en plus dans des répliques haut de gamme. Après, effectivement, ceux qui ont un œil d'expert très averti, eh bien, eh oui, là, j'ai la version en catégorie B dans ma main, parce que les guidons, on peut le voir, c'est une hausse LPA. On voit aussi que le guidon le guidon est bronzé. Que là, ici, eh bien, on voit bien que c'est pas une hausse LPA. Ça tombe bien qu'on en parle, une hausse LPA, à peu près, vu qu'on ne peut pas donner de tarif, eh bien, c'est le prix quasiment de la réplique. Donc, on est bien d'accord, pour une question de budget, eh bien, c'était pas possible de monter une hausse LPA, ça allait faire doubler le prix de la réplique. Ce
Ce qu'ils ont fait, là on détecte aussi la hausse, pour ceux qui ont l'œil, je le répète, eh bien c'est la hausse, je pense, économie de budget, des modèles 629 déjà réalisés par Humarex, les répliques. Ok ? Après, il y a quand même pas mal de travail, déjà au niveau du centre de gravité, au niveau du poids, eh bien c'est quasiment réparti comme le vrai. Ça, c'est un bon point. Les contrepoids, je sais pas, je n'ai pas fait le test, mais on voit ici qu'il y a une vis, et sur le vrai aussi. Non, eh bien, peut-être qu'on peut les retirer, mais la réplique n'est pas fournie avec les contrepoids en téflon afin de les caler. Parce que sur le vrai, eh bien, effectivement, on peut changer un petit peu le centre de gravité, et on enlève par exemple 2 contrepoids et on met 2 cales en téflon. Au niveau des marquages, il y a un beau taf. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, la réplique, ça va être écrit fabriqué sous licence, on peut le voir ici. Et là, ils ont été malins. Ici, sur le vrai, et bien là, on voit, fabriqué par Smith & Wesson, USA, et tout blabla. Et ils ont été malins, et bien ils ont placé les informations à peu près au même endroit. Comme ça, et bien, ça dénature pas vraiment le côté réplique et la version catégorie B. Ce que j'aime beaucoup, c'est la poignée. Donc, on le sait tous, hein, l'accessoiriste de chez Smith & Wesson, eh bien, c'est Hog. Et là, ils ont fait une copie qui est pas trop mal, parce que la poignée, elle est bien en caoutchouc. On retrouve les cuissons Smith & Wesson, là aussi. Et on a le même grip, et c'est pas mal réaliste. Ça aussi, c'est un très bon point. Tout ce qui est moltage aussi. Par exemple, on voit le marteau là. Je sais pas si tu le vois, ça, Mana ? Ouais. Le moltage ici, sur les marteaux. Eh bien, c'est pas mal réalisé. Hein. On retrouve à peu près le même moltage. Le bouton de déverrouillage. Bon, il est légèrement différent des voyages du barillet. C'est pas mal, hein. J'apprécie beaucoup. Je pense que ça va être leur plus belle réplique là, qu'ils ont réalisée. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, en quel calibre ? Eh bien, calibre 4.5, bille d'acier. Ah oui, tiens, j'aurais oublié d'en parler, ça serait sympa. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une présentation du Dan Wesson, des premiers modèles. Et les premiers modèles, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient une sorte d'insert là, qu'on peut voir ici. Bon, je vais enlever le témoin de chambre vide. Hop. Ça, c'était pour la ruse et la sécurité. Et donc, ici, on a un puits, un système, un insert, qui est sur ressort, qui permet d'être bien en contact avec... Oups. Vous voyez, quand on met la douille, d'être bien en contact, parce que ici, c'est chanfreiné dans le barillet. Et comme ça, on est bien en contact. Et comme sur le Dan Wesson première génération, je ne sais pas si on va le voir, mais ici, on a aussi un insert qui va servir... Alors lui aussi, il est sur ressort, mais il va servir de guide. Et ça, c'est pas mal, parce que, je dis pas que ça va révolutionner la précision, mais ça permet que le canon il soit bien calé. Ça, c'est vraiment un bon point. Sur les Dan Wesson, ils avaient fait ça. Alors, ils avaient fait une erreur sur les Dan Wesson au tout début. Ils avaient fait un insert en... Mais bon, ça, c'est pour l'anecdote, hein. Ils avaient fait un insert en téflon ou polymère. Et à force, il se fissurait. Et il fut un moment où on avait fabriqué nous-mêmes des inserts en aluminium, afin que ça ne bouge pas. Et là, les inserts sont déjà en aluminium. Voilà. Bon, allez, on est parti. On va faire un essai. Vous commencez à me connaître, je suis de nature curieuse, donc je vais regarder avec vous. Et oula, oui, on peut dévisser les contrepoids. Tac. Ouais, donc les contrepoids sont en alu, il n'y a pas grande différence. Mais effectivement, on peut les retirer. Et comme je disais au départ, hein, si vous voulez vous amuser à retirer les contrepoids ou en garder quelques-uns, mais bon, c'est de l'alu, hein, c'est très très léger ça. Eh bien, il faudra fabriquer vous-même vos contrepoids en téflon. Ok, on va passer à l'insertion de la cartouche de CO2. Ah oui, je pensais que tout à l'heure, vous savez, souvent sur les plaquettes, on a cette fameuse clé qui va nous servir à visser la vis, là, qui va percuter la cartouche de CO2. Et j'ai voulu regarder si, avec celle-ci, on pouvait dévisser, mais pas du tout. Donc bon, attendez, je remets à zéro. Hop, hop, hop. Donc,
Pour insérer la cartouche de CO2, ici, on a une encoche. On met le doigt dedans, là, pouf, et tac, ça s'ouvre. Comme d'habitude, on dévisse la vis. Hop, on insère la cartouche, parce que le bec de perçage, il est ici. Tac. Pour faire plaisir à... Ah oui, désolé. Pour faire plaisir à Loïc du Marex, n'oubliez pas, toutes les 10 cartouches standards, on met une cartouche d'entretien. Voilà. Tac, on visse. C'est percuté. Hop. On va mettre les billes. On va prendre la première mesure pour voir aussi l'autonomie et la puissance au départ. Et puis on va tirer une quarantaine de coups. On va voir ce qui va nous rester en termes de puissance au bout de 40 coups. Allez, on insère les billes. Je vais vous montrer un exemple. Alors c'est tout bête, hein. Une douille, une bille, on l'insère à l'arrière et hop. On ouvre le barillet. On insère les douilles. On ferme. Je donne la puissance, on va voir. Donc là, j'ai mis des billes Umarex qui font des billes d'acier pardon qui font 0,36 grammes. On va prendre le chronographe FXergon. Hop. 132. Pas mal. 3. Il est donné à 3 joules. 1. Donc là, on a 132 mètres secondes et 3 joules,1. Ouh. C'est rare d'avoir un Umarex qui donne la pleine puissance. On va faire un deuxième test quand même. 122. Ah, bon. Entre donc 3,1 joules et 2,7 joules. 7. C'est pas mal. Allez, on attaque l'essai de précision donc à 9 mètres. Et oui, à chaque fois, j'ai des réflexions comme quoi je réutilise des cibles. Oui, il n'y a pas de petites économies et puis c'est dans l'air du temps le recyclage aussi. Hop. Ok, c'est vide. Voici notre regroupement, donc à une distance de 9 mètres, ça groupe dans un diamètre d'environ 6 cm. On est parti pour un test à 14 mètres. Et bien voici le résultat à 14 mètres, on groupe dans à peu près 9 cm, c'est pas mal du tout. De toute façon maintenant, on est habitué à voir ce type de résultat avec Umarex. Les répliques, on sait que à cette distance-là, on arrive à avoir de bons résultats. Bon, ok, j'ai oublié de parler de celui-là. Là, peut-être un petit défaut de pression, un coup de doigt, enfin bon bref. Ok, allez, prochain essai. Cette fois-ci, on effectue un tir en double action. Je me suis permis de ne pas mettre en route la caméra embarquée parce que c'est quand même du travail. On a déjà fait 2 tirs de précision avec la caméra embarquée. Mais là, c'est pour le fun. Allez, tir en double action avec un tir un peu plus long. Eh bien, les groupements, ils sont pas mauvais pour un tir en double action. On fait un essai en double action avec de la cible et un gong. Allez, c'est le grand moment, on va voir le poids de départ. Donc hop, on le met en simple action et on appuie sur la queue de détente. Bon, à peu près 3,8 kg. Ok. On arrive au 40e tir et donc c'est le moment de la prise de mesure pour voir qu'est-ce qui reste en puissance. 115. Donc 115 mètres secondes et 2,4 joules. Vous voulez un deuxième essai? Pas de problème. Hop. 100. Ah, ça descend un petit peu. 109 secondes et 2 joules,1.
Je pense que c'est honorable hein, pour un 41e tir. Vous voulez essayer? Vous voulez regarder la prise de visée? Allez, c'est parti, c'est votre tour. Allez, c'est parti, c'est votre tour. Donc là, on est en simple action. Double action. Simple action. Hop. Et là, on déverrouille le barré. Bon, il reste une bille. Nous arrivons à la dernière étape, la conclusion. Bon, pour faire court, eh bien, j'adore cette réplique. Elle est très très bien réalisée. Je le dis souvent, mais chaque année, j'ai l'impression que chez Umarex, eh bien, au niveau du réalisme, ça monte d'un niveau chaque année. Et là, c'est vraiment l'exemple. Après, en termes de précision, effectivement, si on compare avec l'essai du 629, qui était le modèle traditionnel, le groupement est peut-être supérieur ou peut-être similaire. Pourquoi? Eh bien, l'introduction, je me suis répété au moins 3 fois. Et donc, effectivement, quand on tient des armes qui font un peu plus d'1,5 kg, 1,6 kg même, pendant 10 minutes, eh bien, on a ce genre de petit et léger tremblement. Et ça peut causer eh bien, une instabilité au niveau de la précision. Donc, voilà, peut-être que le groupement est supérieur. Après, de toute façon, je suis toujours honnête, hein, vous avez vu l'essai que j'ai fait avec le Glock, le modèle qui était à chaîne et donc à plomb diabolo. J'étais un peu déçu du réalisme, j'aime bien donner vraiment mon opinion, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Et celui-ci, eh bien, c'est un sans faute, j'adore, c'est génial. Je me demande ce que sera le prochain revolver en 2025. Est-ce que on aura encore plus de réalisme? Peut-être qu'ils vont trouver une technique, quelque chose. Voilà, à chaque fois, on attend avec impatience les nouveautés et ça, c'est une très bonne nouveauté. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!